pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Maintenant, on sent un ralentissement, donc il y a un ajustement. C'est le fait, je dirais, le propre des startups, souvent, de vivre comme ça des crises de croissance. Il y a un 300 millions qui sera versé seulement s'il y a deux conditions qui sont remplies. Et puis, ce qui est investi, c'est un risque calculé. Hydro-Québec, l'électricité, c'est un service public qui est payant. Je pense que tout le monde doit payer sa facture d'hydroélectricité. Je vais leur laisser gérer ça. Je sais que M. Séville est en réflexion. Moi, ce que je tends la main aujourd'hui, je dis qu'on peut travailler ensemble, on peut trouver des solutions. Je vous l'ai dit tantôt, l'entente globale n'arrivera jamais avec une exonération de payer sa facture d'hydro. Voici Patrick Lagacé. Mercredi, le 25 septembre, je commence avec une météo avant le tour d'horizon de l'actualité. 14 degrés ce matin à Montréal. Ça va être gris, nuageux, pluvieux aujourd'hui. Maximum de 17. Demain, même scénario, un peu plus chaud, peut-être même des orages selon Environnement Canada. Vendredi, samedi, dimanche, retour du soleil, maximum de 22. Je commence avec une nouvelle positive. On va commencer avec une nouvelle positive. Automne de rêve pour les légumes et aussi pour les maraîchers. C'est dans le Journal de Montréal qu'on peut lire ça. Le beau temps qu'on a eu au mois de septembre, bien, ça a eu un effet et il va y avoir des légumes en abondance, les légumes d'automne, notamment les courges dans les marchés publics. Il semble que les marchés publics, là, c'est extrêmement réjouissant ce qu'il y a dans les étals présentement. Donc, je commence avec du positif parce que, je vous le dis, l'actualité n'est pas très, très réjouissante ces jours-ci. Donc, salutations aussi à tous les agriculteurs. Je sais que vous vous levez tôt. Vous êtes nombreux à nous écouter. Parlons du Liban un peu, là, les hostilités qui se poursuivent. Israël qui continue à liquider des chefs du Hezbollah. Le Hezbollah a frappé pour sa part le nord d'Israël sans faire de victimes. Les frappes israéliennes depuis lundi au Liban, à Beyrouth, au sud Liban, c'est 569 morts, 2000 blessés. Et là, il y a les ministres des Affaires étrangères de l'Irak, de la Jordanie et de l'Égypte qui ont accusé Israël de pousser la région vers une guerre totale. On demande une conférence là, pour calmer les ardeurs. Et à la une du Devoir, on peut lire aujourd'hui, il y a un texte sur les milliers de déplacés libanais là, qui ont causé des bouchons de circulation immenses en tentant de fuir le sud-Liban où se déroule l'essentiel des frappes israéliennes pour l'instant. On va aller à Beyrouth un peu plus tard à l'émission pour parler avec une journaliste sur place. Parlons de Nordvolt maintenant. Revenons au Québec. On le sait, Nordvolt semble être en train de craquer de partout. Et je le mentionnais hier, c'était quand même assez surprenant de voir que le gouvernement du Québec gardait le silence là-dessus. On se réfugiait derrière des déclarations. M. Legault qui ne répondait pas aux questions quand il se faisait interpeller à l'Assemblée nationale. Et hier, Christine Fréchette, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, est sortie publiquement, enfin. Elle a été rassurante. Mais je vais revenir là-dessus sur les propos rassurants du gouvernement. Il y a eu une rencontre avec Nordvolt au bureau du premier ministre, sans le premier ministre. Et en gros, le message, c'est Nordvolt, c'est un risque calculé. Et on nous dit aussi, il n'y a pas de risque de faillite. En gros, de toutes sortes de façons, l'argent des Québécois investi dans Nordvolt, là, ça dépend comment on l'évalue, là, mais c'est à peu près 710 millions. Et il y a 300 millions de dollars à venir sous diverses constructions, là, quand l'usine va commencer, va commencer à être construite, parce que là, on est à préparer le terrain là-bas. Donc, à terme, 1 milliard de dollars. Ça inclut des prêts, des debentures, des prises de participation. Ce que Investissement Québec a mis dans Nordvolt aussi, la caisse de dépôt, pas proprement parler là, de l'argent public, mais quand même, l'argent des Québécois. Madame Fréchette va être avec nous un peu plus tard pour parler de Nordvolt. François-Philippe Champagne, le champion de Nordvolt au fédéral, va aussi être avec nous. Là, les oppositions se déchaînent. Le débat d'urgence qui était demandé à l'Assemblée nationale, il a été refusé. Et je le mentionnais, le gouvernement, M. Legault, Mme Fréchette, sont rassurants. Cependant, quand on va en Suède, et on est allé en Suède, là, j'ai présenté des entrevues ces derniers jours avec un économiste suédois, avec un journaliste suédois, la vision n'est pas teintée par des lunettes roses là-bas. Je lisais hier un média en ligne
consacré aux affaires financières qui est basé au Danemark. Donc, en anglais, on se concentre sur la gestion d'actifs et on parle du dilemme auxquels font face les fonds de pension nationaux scandinaves, Suède, Danemark, etc., qui ont investi dans Nordvolt. Là, il y a un problème de financement chez Nordvolt. Et le constat pour les investisseurs, comme les fonds de pension nationaux scandinaves, c'est un catch-22, comme on dit en anglais. C'est quoi un catch-22? Bien, t'es coincé si tu le fais, puis t'es coincé si tu le fais pas. Donc là, les actionnaires de Nordvolt vont se faire demander d'injecter des capitaux frais dans la compagnie parce que Nordvolt manque de cash. Si tu le fais pas, bien Nordvolt risque de mourir. Et si tu le fais, Nordvolt risque de mourir quand même. Tu es coincé des deux bords. À terme, aussi, l'autre scénario, c'est que Nordvolt pourrait survivre, mais survivre, ça ne veut pas dire être rentable. J'utilise le mot « survivre » pour Nordvolt parce qu'en Suède, on n'en fait pas de cachette. On pense que la survie de Nordvolt est en jeu. Disons que la lecture en Suède est pas mal moins optimiste que ce que propage le gouvernement du Québec. Le média Financial Times, qui est un grand média qui couvre l'économie, dit carrément que Nordvolt joue sa survie ces jours-ci. Donc, pour l'usine québécoise, on nous dit que ça va bien, que ça va se faire, etc. Je ne sais pas sur quoi on se base à Québec pour être aussi optimiste. Est-ce que, par ailleurs, l'enthousiasme de nos gouvernants pour Nordvolt, ça a été une erreur? L'opposition pense ça. C'est drôle, moi je me souviens qu'il y a 1 an, les oppositions étaient surtout préoccupées par le fait qu'on n'aurait peut-être pas de main-d'œuvre pour Nordvolt. C'est pas le principe d'investir dans Nordvolt, une compagnie de batterie propre, qu'on remettait en question. 1 an plus tard, l'opposition a beau jeu de dire ça, évidemment. Mais Québec et Ottawa n'ont pas été les seuls à croire dans Nordvolt. Quand on regarde les investisseurs de Nordvolt, ce ne sont pas des deux de pique, là, des fonds d'investissement, des fonds de pension, des caisses de retraite de pays scandinaves, Volkswagen, Goldman Sachs. Et je vous parlais de ce média danois là, qui analysait les difficultés de Nordvolt. Et il y a un angle intéressant pour expliquer pourquoi Nordvolt a été si attrayant ces dernières années, pourquoi il y a eu un tel buzz, un tel engouement autour de Nordvolt. C'est séduisant, l'idée de Nordvolt, le plan d'affaires de Nordvolt, une batterie de voitures vertes, propres, où rien ne se perd. On va réutiliser les batteries construites pour en fabriquer d'autres. C'est le principe de l'économie circulaire. Et on explique qu'il y a des rêves derrière Nordvolt. Il y a des rêves qui ont motivé en Europe les politiciens, les syndicats, les investisseurs, l'industrie européenne de l'automobile. Nordvolt, c'est le champion potentiel de la batterie en Europe, dans un contexte où ceux qui dominent, ce sont les Asiatiques en matière de batterie. Donc, d'autres rêves, le rêve d'une transition verte, la création d'emplois aussi en Suède, loin des grands centres. On a pu faire une usine là, qui va être fermée tout près du cercle polaire. Le rêve de rattraper les Asiatiques, je le disais. Le rêve aussi que ce soit payant, les industries, les énergies vertes. Mais il y a un économiste suédois qui a été très cité dans la saga de Nordvolt là-bas et un peu ici, qui croit que la croissance de Nordvolt, dans le fond, c'est attribuable à une bulle financière, une bulle verte. Des fois, il y a des ballons comme ça en finance, en économie, et la balloune finit par se dégonfler. Et ce que ce gars-là dit, Christian Sandström, c'est que présentement, la balloune de Nordvolt est en train de se dégonfler. Donc, je vous le dis, on en parlait avec Mme Fréchette tantôt. Je ne sais pas comment Québec en arrive à dire que la situation est un risque calculé, même dire que c'est rassurant. Parce que quand on lit ce qui se fait, ce qui se dit là, en Suède et ailleurs en Scandinavie, c'est pas très rassurant. Restons sur le thème de l'énergie maintenant. Gros scoop de Thomas Gerbet hier, journaliste de Radio-Canada, qu'on a eu ici à cette antenne. Ça a beaucoup fait jaser. 250 millions que des communautés autochtones doivent à Hydro-Québec. Je résume, il y a des communautés où on ne paie pas la facture d'électricité. Pourquoi? Bien, on se dit, dans ces communautés, écoutez, vous avez spolié notre territoire, nous, on ne vous paye pas. Il semble que ce soit connu depuis longtemps chez Hydro-Québec. Nathalie Normando, notre collègue de l'émission du Midi, a été ministre dans le gouvernement de Jean Charest. Elle dit qu'elle connaissait cette situation-là. Mais bref, si vous ne payez pas votre facture d'électricité et que vous êtes dans la moyenne des ours québécois, vous allez être débranché. Dans les communautés, vous avez beau avoir des factures impayées pour 30 000, 50 000, 75 000 $, on ne débranche pas pour des raisons politiques. Parce que Hydro-Québec
veut tisser des liens, rétablir des ponts avec des communautés pour pouvoir faire du développement. Donc, ça, il semble que ce soit une décision de Michael Sabia, le PDG d'Hydro-Québec. Quand même, ça a causé beaucoup de retentissement à Québec, il faut le dire. Madame Fréchette, encore, qui est la ministre de l'Énergie en plus de l'Économie, elle a dit que c'est la décision d'Hydro-Québec. Elle ne semble pas contester cette position d'Hydro-Québec de ne pas débrancher les mauvais payeurs des communautés autochtones. Monsieur Lafrenière, Yann Lafrenière, lui, le ministre qui s'occupe des enjeux autochtones, il dit que c'est pas viable comme tolérance, que tout le monde doit payer sa facture d'électricité et qu'on peut pas se faire justice soi-même, même si on pense avoir été lésé par Hydro-Québec. Puis là, il y a des gens qui sont pas autochtones, qui sont à l'écoute, qui ont eu des litiges avec Hydro-Québec de toutes sortes. Quand Hydro-Québec veut venir sur votre terrain pour couper des arbres au nom de protéger les fils, des fois, ça ne se fait pas dans la dentelle. Il y a des gens qui ont des griefs envers Hydro-Québec. Ces gens-là doivent payer aussi leur facture d'électricité. S'ils ne le font pas, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être débranchés. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va poser la question à Mme Fréchette et aussi Ghislain Picard de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador va être avec nous plus tard à l'émission. J'attire votre attention, volet santé, sur un texte dans le Journal de Montréal qui a appris, là, c'est sous la plume de Patrick Belrose, que Québec va confier davantage de chirurgie au privé. On le sait, il y a des milliers de Québécois qui poirotent sur des listes d'attente. C'est vrai que ça s'est aggravé, cette situation, pendant la pandémie. Sauf qu'avant la pandémie, c'était pas bien mieux, faut se le dire. Donc, on va confier davantage de chirurgie au privé. Il y a des nouvelles opérations qui vont être remboursées par le gouvernement pour délester le réseau public. Donc, si vous avez des pierres aux reins, si vous avez besoin d'une prothèse pour remplacer une partie d'épaule, de coude, de poignet, là, il y a toutes sortes de chirurgies qui touchent le système digestif, la gynécologie, l'urologie, qui vont pouvoir être envoyés au privé. Donc, c'est un problème dont mon ami Paul parlait souvent le matin. Il y a des gens qui ont besoin d'opérations et te faire opérer au privé ou au public, quand tu souffres, tu n'es pas en danger de mort, mais tu souffres. Des fois, ta qualité de vie est affectée, tu ne peux plus travailler. Tu t'en fous que ce soit fait au privé ou au public. Tu veux juste que ce soit fait. Là, Québec voit un peu la lumière et j'ai une pensée pour ces gens-là qui souffrent. On parle de pierre au rein comme ça. J'ai eu une pierre au rein. J'ai été chanceux. C'est arrivé il y a une quinzaine d'années. J'ai été opéré rapidement. Tu n'es pas en danger de mort quand tu as une pierre au rein. Mais tu peux avoir un blocage à tout moment. Et plus on retarde, plus c'est des jours d'hospitalisation, plus c'est des jours où tu dois prendre congé. Et c'est comme ça à l'infini pour toutes sortes de maux. Donc, bien content de voir qu'il y a peut-être une sorte de tabou pour des cas de force majeure comme ça, là, où on va aller au privé. Un mot sur Mary Simon, toujours dans le Journal de Montréal, la gouverneure générale du Canada. Ça fait 3 ans qu'elle a été nommée. Il y a 3 ans, quand elle a été nommée, on a compris qu'elle ne parlait pas français. Elle parle Inuktitut, c'est une Inuit d'origine, et elle parle anglais. Mais là, la gouverneure générale a visité un organisme communautaire à Lévis. Lévis, en banlieue de Québec, assez francophone, merci. Tout s'est passé en anglais. Absolument tout. Donc, 3 ans après sa nomination, 3 ans après que Mme Simon ait promis d'apprendre le français, elle parle toujours pas français, manifestement. Et je veux juste rappeler que nous étions, je m'inclus dans le lot, nous étions plusieurs à avoir déploré le fait que Mme Simon soit incapable de parler français. C'est formidable, l'idée qu'une Inuit d'origine devienne gouverneur général du Canada, chef de l'État canadien, il faut le dire. C'est formidable au niveau du symbole. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre une Inuit d'origine qui parle anglais, français et Inuktitut? C'est sûr que dans ce grand et beau pays, il y a quelqu'un qui remplit ces 3 critères-là. On a choisi quelqu'un qui ne parle pas français et ceux qui avaient osé le dire, m'inclus là-dedans, se sont fait traiter, évidemment, de racistes. Elle avait promis d'apprendre le français, mais écoutez, il faut probablement la comprendre parce que, gouverneur général, t'es vraiment occupé, là. Il y a beaucoup de rubans à couper.
tu n'as probablement pas le temps d'aller chez Berlitz pour apprendre le français. Et ça, c'est comme Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, qui avait promis d'apprendre le français. C'est pas un fonctionnaire, je vous le concède, mais quand il avait été embarrassé, il avait sorti une page du scénario des Unilingues, embarrassé par le fait qu'il ne parle pas français, et il avait dit qu'il l'apprendrait. Toujours pas capable de faire des entrevues, M. Rousseau, en français. Il y a une personne à qui je peux penser qui a promis d'apprendre le français après avoir été nommé. Il avait un français rudimentaire. On avait des doutes. Il s'appelle Michael Sabia. Il faut le rappeler. Quand M. Sabia a été nommé par les libéraux PDG de la Caisse de dépôt, son français était pas très bon. Il avait promis de l'apprendre. Il l'a fait. Et non seulement il l'a fait, mais il est capable maintenant d'accorder des entrevues en français. Il y avait déjà une base, on va s'entendre, mais c'est un des rares cas où des Anglos embarrassés ont fini par parler français. Un mot sur le service de police de la Ville de Montréal. Il y a un commandant qui s'appelle Patrice Vilséus, qui a fait carrière au SPVM. Donc, il a terminé sa carrière avec le grade de commandant. Il a commencé comme patrouilleur. Il a été agent d'infiltration. Il se vide le cœur dans une lettre qui a été publiée au moment de sa retraite. Il critique le service de police de Montréal. Écoutez, c'est une lettre qui est un peu aux frontières de la poésie et du coup de gueule. On va dire ça comme ça. Il dit que la police de Montréal est un corps de police raciste. Il est haïtien d'origine, dit savoir de quoi il parle. Il a été mêlé à des controverses, M. Vilséus, dans sa carrière quand même. Là, valise oubliée et volée dans son véhicule. Ça avait été retrouvé, mais ça contenait des informations, semble-t-il, très, très sensibles. Il y a un policier qui s'était plaint que M. Vilséus se soit possiblement ingéré dans une enquête criminelle aussi. Ça l'avait mis dans l'eau chaude, M. Vilséus. Il n'avait jamais été accusé en lien avec cette affaire-là, mais quand même, ça soulevait des questions troublantes. Il était intervenu, semble-t-il, à la demande de la mère d'un suspect qui avait été arrêté par l'escouade Eclipse et il n'avait jamais été accusé en lien avec ça. Donc, les différents quotidiens aujourd'hui qui rapportent les propos de M. Vilséus, c'est à lire notamment dans la presse et dans Le Devoir. Parlons spectacle. La salle de spectacle La Tulipe qui annonce sa fermeture. C'est sur l'avenue Papineau. C'est l'ancien, là, pour les plus vieux de nos auditeurs, c'est l'ancien théâtre des variétés. C'est devenu la salle de spectacle La Tulipe. Donc, des spectacles en direct, des soirées dansantes, etc. C'est sûr que ça fait du bruit, une salle de spectacle comme ça. Et ça a été acheté par le groupe, c'est un groupe de représentation musicale là, qui représente plusieurs artistes en gérance, La Tribu. Là, il y a un type qui a acheté l'immeuble à côté, qui n'était pas zoné résidentiel. Il a réussi à le faire zoner résidentiel, s'est installé là et il a découvert que, hey, être à côté d'une salle de spectacle, ça fait du bruit. Ça mène du train, comme on dit. Il s'est mis à faire des plaintes à répétition. Il y a eu gain de cause devant les tribunaux 2 fois, parce que la Cour d'appel cette semaine a dit, écoutez, monsieur a raison, et la salle de spectacle La Tulipe ne doit plus émettre de son, de bruit. Pas besoin de faire un dessin. Ça sonne le glas, disons, pour La Tulipe. Et hier, je posais la question à Luc, qu'est-ce qui va arriver? À Luc Ferrandez, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va fermer? Luc m'avait dit oui. Et quelques heures plus tard, il y a un communiqué de presse qui est sorti du groupe La Tribu annonçant que La Tulipe, la salle de spectacle mythique, va fermer ses portes pour l'instant. Est-ce que c'est une décision temporaire ou permanente? On verra. On va recevoir le PDG du groupe La Tribu un peu plus tard à l'émission. Juste un mot aussi sur l'administration Plante à ce sujet-là. On a beau se dire inquiet du côté de la mairie, il y a beaucoup d'intervenants du monde culturel là, qui soulignent que ces dernières années, l'administration de Valérie Plante ne s'est pas distinguée par son caractère proactif pour permettre, là, comme ça, la vitalité des salles de diffusion musicale. On peut lire Maxime Bergeron là-dessus dans la presse. Et on reste dans le sport-spectacle en terminant. C'est à lire à la une de la presse. La Coupe des présidents, Yannick en parlait tantôt, grand tournoi de golf, grand tournoi qui réunit des équipes nationales. Ça a lieu à Montréal cette semaine. Ça va coûter 9 millions de dollars aux contribuables. Québec qui y va avec 6,5 millions de dollars. Ottawa, 2,5. C'est un scoop de Vincent Brousseau-Pouliot. Et ce qui est intéressant, c'est que ces subventions-là, du côté de Québec, ça rentrait dans aucun programme pour soutenir les événements sportifs, les événements qui attirent du tourisme. Donc, on a tordu les petites cases bureaucratiques de financement pour que ça rentre dans les cases. Mais on a vraiment rentré ça, en bon québécois, à l'acrobat. Et il faut le dire, comme beaucoup de sports professionnels, le golf paye très bien ses champions. 9 millions en bourse dans le sport, dans le golf professionnel pour les meilleurs joueurs. C'est un peu le même débat
que pour l'aide aux Kings de Los Angeles, là, qui ont été attirés à Québec en vertu d'une aide de 5 à 7 millions de dollars consentie par le ministre des Finances, Éric Girard. Quand une industrie fait des milliards comme ça, est-ce qu'on doit lui donner comme contribuable des millions? Il y a l'argument des retombées économiques, mais je vous le dis, quand on parle de retombées économiques, les gouvernements chantent les louanges des retombées économiques. Les organisateurs d'événements, festivals, tournois, ligues de sport professionnels vont vanter les retombées économiques. Quand vous parlez à des économistes, et il y a des économistes du sport qui n'ont pas de lien avec le gouvernement, qui n'ont pas de lien avec les organisateurs d'événements, les propriétaires de ligues de sport professionnels, eux vous disent que les retombées, d'abord, c'est souvent gonflé à l'hélium et qu'on arriverait probablement au même résultat sans subventionner comme ça des industries qui sont richissimes. Donc, tout ça est à lire dans le journal La Presse. 6h24, merci d'être là. Vous pouvez m'écrire 985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Le dossier Nordvolt fait beaucoup jaser. Il y a un an, c'était présenté comme un géant de la batterie verte qui débarquait au Québec. Le gouvernement du Québec était au rendez-vous, le gouvernement fédéral était au rendez-vous pour la conférence de presse le 28 septembre. Tout le monde était souriant. Un an plus tard, Nordvolt ne va pas bien. On a licencié 1600 personnes en Suède. On a embauché chez Nordvolt là, des experts en restructuration pour tenter de sauver l'entreprise. Tout ça, évidemment, met beaucoup de pression sur le gouvernement du Québec qui a beaucoup d'argent dans Nordvolt. Christine Fréchette est ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Elle est au bout du fil. Madame Fréchette, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. OK, vous avez rencontré le président de Nordvolt d'Amérique du Nord, M. Cerruti, hier. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, écoutez, il m'a réitéré le fait que pour Nordvolt, le projet qui est prévu au Québec demeure prioritaire et également la nature du projet qui est prévu pour le Québec demeure intacte. Alors ça, c'est rassurant. Parce que quand je voyais les annonces qui ont été faites lundi en Suède, je me disais peut-être que la nature du projet prévu au Québec là, va en être affectée. Et non, on veut toujours aller de l'avant. Là où il y a des changements potentiels, c'est qu'ils sont en train de regarder au niveau de l'ensemble des projets qui doivent mettre en place en Suède, en Allemagne, au Québec. Ils sont en train de réviser, en fait, la séquence avec laquelle ils vont procéder. Donc, il se pourrait que le calendrier du projet prévu au Québec soit affecté. Puis bon, je pense que ça avait été déjà mentionné au cours des derniers mois. Donc, cet exercice-là suit son cours au cours de l'automne et on va savoir au terme de l'exercice en cours à quel moment chacun des segments du projet prévu au Québec va pouvoir prendre place. Je regarde ce qui se dit en Suède à propos de Nordvolt. Disons qu'on est là-bas, là, il y a beaucoup de voix qui sont extrêmement pessimistes. On dit même que la survie de Nordvolt est en jeu. Pourquoi vous croyez M. Cerruti quand il est rassurant? En fait, ils m'ont expliqué là, les stratégies, la stratégie qu'ils avaient adoptée, les changements qu'ils ont annoncés. Puis on en a eu la couleur pas mal lundi dernier. Ça affecte beaucoup la Suède. Alors, c'est sûr qu'en Suède, les changements sont importants. Il y a eu des mises à pied. Il en demeure pas moins qu'il y a 5400 personnes là, qui continuent de travailler chez Nordvolt. On le sait, c'est une entreprise qui est récente. C'est souvent le propre là, des jeunes entreprises de vivre des hauts et des bas. Puis le secteur en lui-même aussi est récent. Les batteries pour véhicules électriques, là, c'est un secteur qu'on est en train d'ouvrir. Donc, c'est sûr que c'est appelé à connaître des hauts et des bas. Il y a des vents contraires en ce moment, mais je pense que c'est pas le moment de tourner le dos à Nordvolt. Et je pense qu'ils ont adopté déjà un certain nombre de mesures pour faire face à la musique. Nordvolt manque d'argent, c'est connu. On se tourne vers une banque spécialisée dans les restructurations à New York pour voir comment on va sauver l'entreprise. On abandonne la production de cathodes en Suède, Madame la ministre. Là, on met à pied des Suédois dans des usines qui sont déjà en opération. Au Québec, on va faire de la cathode aussi chez Nordvolt. Expliquez-moi là, ce qui vous donne des raisons d'être optimiste pour l'ouverture de l'usine qui va produire de la cathode aussi. Mm-hmm. En fait, c'est qu'ils réitèrent le fait qu'ils veulent garder intact le projet au Québec. Il y aura donc production de cellules au Québec, de cathodes, puis également des activités de recyclage. Donc, il va vraiment y avoir le maintien de l'approche d'économie circulaire
Et du côté du Québec, la situation financière n'est pas la même qu'en Suède. Donc, les fonds qui sont requis sont déjà détenus. Alors, en ce sens-là, c'est rassurant parce qu'il y a cette volonté qui est réitérée par rapport au projet en tant que tel. C'est sûr qu'au niveau du calendrier... Mais Mme Fréchette, si Nordvolt s'écroule, je veux dire, il n'y a plus d'usine au Québec non plus, là. Ben écoutez, là, de ce que je comprends, le scénario de faillite de Nordvolt, c'est pas ça sur quoi ils travaillent. Ils travaillent sur un scénario de recentrage, d'adaptation de leurs activités. Alors, c'est comme ça que j'ai compris qu'ils étaient positionnés et en ce sens-là, le projet de Québec a toute sa pertinence. Si on arrivait avec un scénario catastrophe où là, il y avait la faillite et on n'en est pas là, là, c'est sûr que le changement serait considérable. Il faudrait réviser l'ensemble de la stratégie, mais on n'en est pas là. C'est ça sur quoi ils travaillent. Je le disais, Mme Fréchette, là, Nordvolt se tourne vers une banque de restructuration à New York. Est-ce que le gouvernement du Québec va être assis à cette table-là? Non, nous, en fait, on a fait nos investissements en lien avec soit la maison mère, pour l'achat d'une devanture convertible en actions. On a aussi le financement pour la construction de l'usine au Québec, qui est garanti par le terrain, qui est détenu, donc par le gouvernement. Alors voilà, si advenait un scénario catastrophe, là, on aurait notre mot à dire. On serait autour de la table parce qu'on est au même rang que les grands joueurs qui financent la maison mère. Là, on aurait notre mot à dire. Mais à cette étape-ci, non, c'est pas le cas. OK. Si Nordvolt s'écroulait, c'est pas ce qu'on souhaite, je suis d'accord avec vous, mais quand je regarde ce qui se dit en Suède, disons qu'on est moins optimiste qu'à Québec, je dois vous le souligner. Si Nordvolt tombait, les Québécois casqueraient pour combien aujourd'hui? Dans la maison mère, on a 270 millions qui a été investi. C'est sous forme de devanture convertible. Donc, on serait, si jamais il arrivait un scénario catastrophe, on serait quand même à un rang privilégié. On passerait même devant les actionnaires en termes de capacité d'être remboursé. Donc, comme je vous dis, c'est pas le scénario sur lequel l'entreprise travaille. Nous, on est d'avis qu'il y a un beau potentiel encore. Le secteur, il faut voir, est très stratégique. En Europe, là, ils veulent pas continuer à être dépendants de la Chine comme ils le sont actuellement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intérêt de plusieurs gouvernements pour faire en sorte que ce secteur-là voit le jour en Europe. Et Nordvolt, c'est un des grands joueurs les plus stratégiques qui soit existant dans le domaine. Alors, la volonté est forte. Et moi, je suis sûre que les gens vont mettre l'épaule à la roue pour faire en sorte que ça perdure. Madame Fréchette. Il faut voir aussi que la filière batterie, c'est plus que Nordvolt. Parce que là, on parle de Nordvolt. Non, je comprends. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une vingtaine d'entreprises déjà actives là, dans la filière batterie. Oui, là. dans un contexte où Tesla et les Asiatiques ont des kilomètres et des kilomètres d'avance. Mais écoutez, je vous écoute parler, puis vous me dites que c'est un secteur qui est... je veux dire, faut pas être trop pessimiste. Seriez-vous prête, si Nordvolt le demandait, à mettre d'autres dizaines de millions, voire des centaines de millions pour aider l'entreprise qui a besoin de financement? Pas en dehors du cadre qui a été convenu. On a convenu d'une entente avec Nordvolt qui prévoit des versements pour du financement à différentes étapes. Donc, nous, on veut respecter ce cadre-là. On n'a pas l'ambition d'aller en dehors de ce cadre-là pour rajouter de l'argent. C'est une approche qui est très prudente parce qu'en fait, on le sait que c'est un secteur qui est à risque. Donc, on a vraiment mis le plus grand nombre de protections possibles pour préserver les investissements et protéger les deniers publics québécois. Donc, la prochaine étape de financement pourra survenir seulement lorsque l'usine sera en construction et également lorsque l'ensemble du financement privé sera ficelé. On n'en est pas là encore. Donc, avant ça, il n'est pas prévu. Il n'y aura pas d'autres versements dans Nordvolt. Est-ce que M. Cerutti de Nordvolt a ouvert la porte, a demandé à ce que votre gouvernement investisse, mette plus d'argent dans Nordvolt? Non, ça n'a pas été demandé. Ce qu'ils nous ont présenté hier, ce qu'ils m'ont présenté, c'était donc l'exercice qui est en cours avec une possibilité de recentrage, de recadrage plutôt, des différentes étapes de mise en place du projet au Québec. Ils sont par ailleurs très conscients de la valeur des blocs d'énergie là, qui ont été réservés pour Nordvolt, très sensibles à cette question-là.
Alors, advenant que le projet pour le Québec soit séquencé d'une manière différente au cours des prochaines années, eh bien, il serait ouvert à travailler avec nous pour voir s'il y a des portions du bloc d'énergie qui, à court terme, pourraient être redirigées vers d'autres entreprises. On le sait, là, il y a beaucoup de demandes par rapport au bloc d'énergie. Donc, à moyen terme, il n'est pas prévu qu'il y ait besoin de moins d'énergie parce que, comme je vous disais, l'ensemble du projet prévu pour le Québec va aller de l'avant, mais il se pourrait que les moments auxquels ils auront besoin de blocs d'énergie importants soient différents. Monsieur Cerruti, vous l'avez rencontré hier. Vous sortez aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de pression pour que vous accordiez des entrevues. Pourquoi M. Cerruti, qui a déjà accordé des entrevues, qui parle français, pourquoi il se cache? Bien, d'une part, moi, avant de vous rencontrer, je voulais rencontrer Nordvolt. Donc, c'est ça pourquoi j'étais pas là hier matin. Je voulais rencontrer Nordvolt parce que sinon, je pense que vous auriez trouvé que j'avais pas beaucoup de nouvelles à vous offrir et vous auriez eu raison. Donc, ensuite, ben, je sais que Nordvolt est très active là, sur le plan des communications. Il y a une volonté de transparence. Maintenant, il faudra lui poser la question. Non, je suis pas d'accord avec vous. Non, il envoie des communiqués pour dire qu'il n'aime pas ce qu'on dit en ondes, mais on peut pas dire qu'ils sont transparents et présents. Là. Mais M. Cerruti, là, qu'est-ce qui l'empêche de venir en entrevue, d'expliquer aux gens ce qui se passe avec la compagnie? Ben, moi, je les invite à communiquer le plus largement possible avec le public, là, parce que c'est important. Donc, c'est une invitation que je leur lance. OK. On va pivoter vers le scoop qui a été très répandu hier, celui de Radio-Canada. 250 millions de comptes en souffrance chez Hydro-Québec, gracieuseté de communautés autochtones qui sont minoritaires là, dans les communautés autochtones, qui ne payent pas leurs factures. Vous êtes la ministre responsable d'Hydro-Québec. Comment vous avez réagi en prenant connaissance de ce reportage? Oui, mais j'étais pas au courant de cet enjeu-là. J'étais vraiment étonnée de voir l'ampleur des sommes qui sont en cause. Maintenant, les relations avec les Premières Nations, c'est très délicat, c'est très complexe. Les Premières Nations, c'est un partenaire de première importance là, pour tous les dossiers énergétiques. Et Hydro-Québec travaille à développer une approche renouvelée en lien avec les Premières Nations. D'ailleurs, M. Sebia lui-même est investi, même personnellement, dans le développement de cette nouvelle approche. Alors, moi, quand je regarde ça, je me dis, il faut qu'Hydro-Québec trouve une solution. Donc, c'est leur prérogative de voir comment ils vont gérer cet enjeu-là, ce dossier-là, mais je m'attends à ce qu'ils trouvent une solution. Ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste d'enjeux qui doivent être traités avec les Premières Nations, soit pour des enjeux liés à des actions antérieures là, dans les dernières décennies ou des futurs projets. Donc, voilà, c'est très complexe, mais je m'attends à ce qu'ils arrivent avec une solution. Une solution serait quoi? Est-ce que, partie minimale de la solution, est-ce que les gens qui n'ont pas payé devraient payer? Bien, je pense que ça doit faire partie de la solution. Maintenant, comme je vous dis, ça s'inscrit dans un cadre qui inclut aussi beaucoup d'autres enjeux. On part de loin avec les Premières Nations. Je pense qu'il y a une relation de confiance là, qui s'est développée avec un grand nombre de Premières Nations. Ce travail-là doit continuer, perdurer et faire en sorte de traiter l'ensemble des dossiers. Il y a du développement énergétique qui est prévu. Il y a aussi des compensations qui sont demandées pour des actions des décennies passées. Donc, ça doit faire partie, cet élément-là de paiement des factures, ça doit faire partie donc des enjeux qui sont discutés, adressés. Et il faut voir aussi que, les activités de recouvrement, là, c'est de la prérogative de Hydro. Mais je m'attends à ce que, ils arrivent avec une solution. Madame Fréchette, je comprends que c'est une question qui est explosive, délicate, là, dans un contexte où Hydro veut tisser des liens avec les communautés. Vous dites quoi aux Québécois, et j'inclus les Québécois autochtones, qui payent leurs factures et qui ont un peu fait le saut hier en prenant connaissance de cette nouvelle? C'est sûr qu'il y a une question d'équité là, qui est au centre de cet enjeu-là. Alors, l'équité, c'est important. Oui, mais vous leur dites quoi à ceux qui payent les factures? Eh bien, c'est sûr que les bons citoyens, il faut saluer leurs actions. Il faut que ça soit la règle pour tout le monde, éventuellement. Maintenant, la façon de faire pour atteindre cette équité-là, je m'en remets à Hydro-Québec pour trouver la voie de passage. Mais le simple fait de dire, ça, c'est pas un enjeu, ça, je pense que c'est pas une réponse adéquate.
Je ne dis pas que Hydro-Québec a dit ça, mais je m'attends donc à ce qu'ils aient trouvé une solution lorsque viendra le temps de s'asseoir pour de convenir de la façon de faire entre Hydro-Québec et les Premières Nations. Madame Fréchette, merci beaucoup pour cette entrevue. On aura l'occasion de s'en reparler. Bonne journée. Assurément, merci. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Je me tourne maintenant en studio vers le plus dynamique ministre du gouvernement de Justin Trudeau. François-Philippe Champagne est ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Monsieur Champagne, bonjour. Bon matin, ça fait plaisir d'être avec vous dans votre nouveau rôle. Bien, merci beaucoup. Studio. On s'était croisés à l'émission du Retour. Du Retour, effectivement. Et la dernière fois que je vous ai vu, c'est le 28 septembre 2023. Vous étiez venu nous parler là, avec un enthousiasme même délirant pour votre personne déjà enthousiaste de Nordvolt. Oui. Êtes-vous aussi enthousiaste? Moi, d'abord, je vais vous dire, je comprends l'inquiétude. J'espère. Non, mais je la comprends dans le sens, oui, mais il y a beaucoup de nouvelles. Il faut faire la part des choses, puis on va se donner le temps de le faire parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a de l'inquiétude, puis c'est normal parce qu'on est bombardé d'informations de part et d'autre. Moi, je demeure confiant. D'abord, il faut comprendre que la restructuration qu'on a fait, c'est en Suède. Il faut comprendre aussi la logique industrielle d'avoir amené Nordvolt au Québec. D'abord, c'est que nous, on a les minéraux critiques. Puis on s'est dit, si on a les minéraux critiques à l'époque avec nos collègues de Québec, on dit, on voudrait faire partie de la chaîne de valeur. Donc, l'idée de Nordvolt. Nordvolt, le marché nord-américain est fort différent du marché européen. Pour que Nordvolt ait du succès, ils doivent percer le marché nord-américain. Donc, l'usine du Québec, je vous dirais, elle est plus stratégique que celle européenne parce que, puis parler aux manufacturiers, on peut parler à Stellantis, parler à Ford, parler à GM, parce que le marché où ils font de l'argent, c'est le marché nord-américain. Oui, sauf que l'Europe veut rentrer dans la filière batterie, mais... Oui, mais ils sont plus en arrière que nous le sommes en Amérique du Nord. J'ai de la misère avec l'affirmation que vous venez de faire, M. Champagne, puis je m'explique. Parlez aux constructeurs automobiles, ils vont vous le dire. Mais quand vous me dites que stratégiquement, c'est plus important l'usine au Québec, écoutez... pour le marché nord-américain. On met dehors des Suédois dans des usines déjà construites. Vous me dites que quand on va tout analyser, là, on va vraiment accorder une grande importance à des travailleurs québécois pas encore embauchés. Non, mais c'est pas comme ça. C'est que pour qu'ils soient profitables, il faut qu'ils rentrent dans le marché nord-américain. Ils n'ont pas le choix. Parce que le marché le plus lucratif au monde de l'automobile, c'est le marché nord-américain. Alors, pour la profitabilité de l'entreprise, ils ont besoin d'être ici. Et c'est un peu pour ça, vous avez vu. Puis, comme je vous dis, là, on parle de Nordvolt, mais les autres projets vont bien. Moi, je peux vous dire, Volkswagen, ça va bien, Honda, ça va bien, GM, ça va bien, Ford, ils recommencent. Donc, quand vous le mettez dans l'ensemble de l'écosystème canadien et même nord-américain, oui, il y a des soubresauts, puis c'est normal, parce que je le dis souvent. Moi, mais regardez Tesla, ça a pris 17 ans, Patrick, avant qu'il soit profitable. M. Champagne, quand vous êtes venu en studio nous présenter ça, je me rappelle, vous étiez là avec M. Fitzgibbon. Tout à fait. Il y avait beaucoup de star power politique au pied carré. On ne nous parlait pas de jeunes pousses, de fragilité. Là, on le fait maintenant que Nordvolt est en train de craquer. Alors, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des ajustements de marché. Quand vous changez de technologie après un siècle, ça fait 100 ans qu'on fait des véhicules de la même façon, là, on s'en va vers un autre siècle. Et quand je parle aux investisseurs, quand je parle aux dirigeants, on parle de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. On n'est pas à la semaine, on n'est pas au mois. Ces gens-là, les investisseurs, croyez-moi, ils savent que ça prend d'énormes capitaux. Rappelez-vous quand Tesla, moi, j'ai lu l'histoire de Tesla, 17 ans avant qu'il fasse du profit. Et si vous regardez, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et l'État américain a été là. L'État européen, les Allemands... À la même hauteur? c'est plusieurs milliards. Allez faire une recherche, vous allez voir. Question c'est plusieurs pour vous. Milliards. Question pour vous. L'année passée, vous êtes venu nous vanter Nordvolt. Et l'année passée, l'année 2023, quand les états financiers sont finalement sortis, on a vu que Nordvolt a perdu là, 1,4 milliard de dollars. Quand vous avez choisi de donner le feu vert à Nordvolt, est-ce que vous saviez que la compagnie est en train de perdre de l'argent dans l'année 2023? Je peux pas vous dire que j'avais les états financiers, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, vous le savez, au niveau fédéral, on n'a pas déboursé $1 à date. Oui. Parce que la structure est différente. Nous, c'est plus un crédit à la production quand ils seront en production. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... Puis parlez aux gens qui en ont fait des usines de batterie. Puis moi, ça donne... Parce que je les vois tous, ceux qui en font en Amérique du Nord. Mais saviez-vous qui est en train de perdre de l'argent dans cette proportion-là? Mais c'est pas une perte d'argent, c'est un investissement à long terme parce que tout le monde sait... Non, mais monsieur Agacé, les usines de batterie, regardez Volkswagen, c'est plus de 12 milliards. Vous parlez au PDG de Volkswagen, c'est sûr. Je vous donne un exemple. Juste la préparation du terrain à Saint-Thomas, là, on se parle, vous puis moi, on est ensemble, là, on est dans la cuisine. Juste la préparation du terrain.
Ils n'ont pas mis une poutre, c'est 800 millions de dollars qu'ils ont investis. Alors, vous parlez de sommes colossales. Avant que vous montiez d'abord en cadence de production, juste bâtir l'usine en investissement en capital, vous parlez de plusieurs milliards. Alors, c'est normal qu'au départ, mais regardez Tesla, c'est la même affaire. Il a fallu qu'ils investissent. Ben, de toute façon, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'ils investissent pour bâtir l'usine. Ça ne change pas la donne. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en un an. Quand je regarde les médias scandinaves, les médias suédois, il y a des économistes, il y a des journalistes économiques qui posent la question de la survie de Nordvolt. Je comprends que c'est une jeune pousse. La survie du projet que ça coûte européen. cher. Non, Nordvolt, maison-mère. Oui, mais c'est parce que... D'abord, il faut connaître la structure de capital, puis parler aux investisseurs, parler à Goldman Sachs, parler à ces gens-là, parce que ces gens-là, quand ils regardent la feuille, moi, je peux vous dire, parce que je parle aux constructeurs, quand ils regardent la feuille, pour Nordvolt, le marché nord-américain, c'est le marché le plus important. Parce que c'est là qu'ils peuvent faire de l'argent. Les percées sont là. Regardez l'usine de Stellantis à Windsor est déjà bâtie. On peut avoir une usine nord-américaine, mais si la maison-mère suédoise s'écroule, on n'est pas rendu bien plus loin. Non, mais il faut avoir un projet différent en Amérique du Nord de celui de l'Europe. C'est ce que je vous dis, c'est que les investisseurs, quand ils regardent ça, puis vous avez vu aussi même les mesures qui ont été mises par rapport, par exemple, aux véhicules chinois en Amérique du Nord, la dynamique est très différente de marché. Je vous dis, le marché automobile, c'est la Chine. Vous seriez prêt à mettre vos REER dans Nordvolt présentement? Je vous dirais qu'on suit ça de près. On n'a pas encore investi $1 fédéral là-dedans. Vous, là, vos REER à vous, là, M. Champagne, en mettriez-vous là-dedans? Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que la structure, puis quand je parle aux investisseurs, les investisseurs nous disent, M. Champagne, on comprend que c'est sur 10, 20, 30 ans. Alors, si vous me dites, puis honnêtement, M. Lagacé, puis là, je nous remets là. Quand on a lancé l'industrie de l'aérospatiale, puis on a investi dans Bombardier, ça ressemble. Tu sais, quand on part une industrie... Vous parlez de la C-Series? Non, je vous parle même je parle de... Écoutez, on parle du maire Tremblay dans le temps quand on parlait des grappes industrielles. À l'époque, quand on a fait ça, il a fallu investir parce que quand tu bâtis une grappe, il faut que tu commences à quelque part. Fait que je dis aux gens, c'est sûr, puis je regarde le gouvernement du Québec, ils ont investi là, ils ont quand même la garantie sur le terrain. Moi, je peux vous dire, on est en compagnie des grands joueurs. Vous avez Goldman Sachs, vous avez BlackRock, vous avez Volkswagen. C'est quand même des gens qui se connaissent un peu dans le domaine de l'automobile. Puis l'usine de Volkswagen en Ontario, elle va à plein régime. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Moi, je vous dis, des ajustements à court terme, c'est normal. Il n'y a personne qui prétend. Regardez les usines aux États-Unis, c'est la même chose. Demande des consommateurs, technologie de la batterie, c'est de la chimie complexe. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que moi, je souhaite que ça marche parce qu'on a fait rentrer le Québec dans l'industrie automobile. On peut-tu rêver grand? Comme a dit M. Legault un jour, on verra. Je vous amène sur un autre sujet. Allez-y. Qu'est-ce qui vous amène en ville? On a de la grande visite. On a la commissaire européenne à la concurrence. Vous allez me dire, c'est quoi la commissaire européenne? C'est loin de nos préoccupations personnelles. Non, mais c'est un peu comme une super ministre j'allais dire de l'Union européenne, parce que vous savez, il y a des États, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'Union européenne. Elle est comme une super ministre de l'Europe, si vous voulez, dans un sens, qui est responsable de la partie digitale, donc tout ce qui est l'intelligence artificielle. C'est elle qui a été l'architecte, entre autres, de la réglementation sur l'intelligence artificielle, mais aussi les grandes avancées au niveau de la concurrence contre les fameux GAFA, les grandes compagnies dans le numérique. Les Européens ont la poigne un peu plus dure sur les GAFA. Elle est en ville aujourd'hui. Et là, on va annoncer, mais là, je ne sais pas si je le dis, mais en tout cas, tout le monde, si vous voulez venir, vous viendrez à l'ETS. Mais on va annoncer le premier ordinateur quantique entièrement construit ici, chez nous, au Québec. Et ça, c'est quand même quelque chose parce que c'est la première fois qu'on construit un ordinateur de cette ampleur-là. Et ça, évidemment, le quantique, bien, vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de quantique, là, on s'en va dans un monde où on peut régler de grandes choses. On va suivre ça avec intérêt. Je ne veux pas vous laisser partir sans parler des sondages qui sont pas très bons pour votre famille. J'ai pas eu le temps de regarder ce matin. Oui, bien, Angus Reid dit que vous êtes en train de manger une volée dans toutes les grandes villes du Canada, les libéraux. Le comté que vous représentez, c'est pas nécessairement une grande ville, mais avez-vous un œil ces sondages des fois? Je suis pas inquiet. Venez faire une marche avec moi chez Winigan. Vous allez voir, ça va bien aller. Vous allez être un des 25 députés qui vont rester? Non, mais je vous dis, moi, j'ai pas d'inquiétude d'abord. Mais derrière ça, il faut dire, est-ce qu'on baisse la tête ou on se retrousse les manches? Tu sais, moi, je comprends les sondages, je comprends qu'il y a une frustration. C'est pas unique au Canada. Je sais que vous suivez la politique internationale, je vous connais assez pour ça. Regardez ce qui se passe en Angleterre, nouveau gouvernement, puis déjà les sondages, ça fait quoi? 3 mois qu'ils sont élus, 4 mois?
regardez ce qui se passe en France. Je vous disais, je comprends l'inquiétude des gens, je comprends. Puis aussi, il y a comme un roll-ball. Tu sais, ce qui s'est passé la semaine passée, là, moi, je peux vous dire, j'étais dans la rue en fin de semaine, là, puis la politique aérie. Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce qui s'est passé la semaine passée? On a vu la semaine passée, il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu à la Chambre des communes. Oui. Puis les gens qui disent... vous savez, moi, je pense que les gens ont peu de patience pour ça. Les gens nous ont élus pour travailler jusqu'en octobre. Les gens, eux, ils se lèvent le matin, ils vont travailler. Tu fais donc la même affaire. Pensez pas que le gouvernement va tomber? Moi, j'ai pas... Non, je vois pas ça parce que d'abord, ceux qui feraient ça en paieraient le prix parce que faites un sondage. On peut marcher, vous puis moi, là. On part, là, on s'en va dans la rue, puis on va le voir. Aller demander au monde. On peut marcher tant qu'on veut. Mais je regarde les sondages répétitifs depuis un an. Non, mais M. Poilievre est en avance. Je vous dis pas qu'il y a vent de face, mais la question, c'était est-ce que les gens ont le goût d'une élection? Moi, je peux vous... En tout cas, ça... ils n'ont jamais le goût d'une élection, M. Champagne. Mais dans le temps où, là, tu sais, la rentrée scolaire, il y a des enjeux, tu sais, à l'épicerie, ça coûte cher. Le logement, il y a des questions d'immigration. Tu sais, je pense que les gens, la dernière chose qu'on a le goût d'entendre, c'est de vous entendre. Travaillez, faites ce que vous avez à faire. C'est pour ça qu'on vous a élu. Bon séjour à Montréal. Merci d'être venu nous voir. Merci, toujours un plaisir. Réciproque. Merci beaucoup. C'était François-Philippe Champagne, ministre fédéral. Radio-Canada révélait hier qu'une quinzaine de communautés autochtones sur 41 ont accumulé plus de 250 millions de dollars en factures d'Hydro-Québec impayées depuis des années. Plusieurs Autochtones pensent que l'électricité devrait être gratuite, affirmant que les ressources, ça provient de leur territoire. C'est une patate chaude pour Hydro-Québec et le gouvernement. On en parle immédiatement avec Ghislain Picard, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et pour le Labrador. Monsieur Picard, bonjour. Bon matin, M. Lagacé. D'abord, première question. Qu'est-ce que vous dites aux Autochtones qui ne payent pas leur facture d'hydroélectricité? Bien, écoutez, on va dire d'abord, parlez-en mal, mais parlez-en. Encore une fois, là, c'est toujours 50-50. C'est soit une controverse ou rarement une bonne nouvelle là, qui fait parler de nos enjeux dans l'espace public. Et ceci dit, écoutez, on a traversé plusieurs épisodes de manifestations à travers les années. Et encore une fois, lorsqu'on met ces enjeux-là dans l'espace, dans la place publique, la poussière finit finalement par tomber rapidement. Donc, tous les moyens sont bons pour relever l'attention des enjeux qui nous intéressent. Je suis pas sûr que je comprends votre réponse parce que, écoutez, ma question, c'est qu'est-ce que vous dites aux Autochtones qui ne payent pas leurs factures? Bien, écoutez, adressez-vous à vos autorités. C'est à eux sur eux que repose la suite des choses. Est-ce qu'il y a un engagement réel sur le plan politique entre nos autorités et vos autorités au niveau du gouvernement provincial? J'en doute. Est-ce que ce sujet-là devrait faire partie d'une table de discussion entre le gouvernement de M. Legault et les chefs qui représentent ces personnes-là? Moi, je pense que c'est quelque chose que j'encouragerais. C'est sans doute quelque chose que certains chefs ont déjà avancé comme voie de solution. OK, je ne veux pas vous reposer la question à l'infini, M. Picard. Là, d'habitude, vous répondez assez directement à mes questions. Puis je ne veux pas non plus vous mettre des mots dans la bouche, mais je semble comprendre que vous êtes d'accord avec les Autochtones de certaines communautés qui ne payent pas leurs factures d'hydro. J'appuie leurs revendications et j'ai jamais hésité à appuyer les revendications de nos peuples lorsqu'elles sont fondées sur des arguments qui sont solides. Et ici, écoutez, on a toujours insisté sur les questions de principe touchant la question des territoires et on a toujours insisté qu'il y avait là une base qui, selon nous, là, a été trop facilement, systématiquement contournée par les gouvernements. Donc, ce que je dis au gouvernement du Québec, c'est mettez-vous à l'heure de ce qui se passe autour de vous et engageons des discussions, un dialogue qui soit de bonne foi, comme nous l'avons fait lors de notre passage en commission parlementaire il y a 2 semaines sur le projet de loi 69. En proposant des avenues de solutions. Donc, pour vous, M. Picard, c'est un moyen de pression légitime dans des communautés autochtones de ne pas payer sa facture d'Hydro-Québec? C'est clair qu'on va se faire taxer, de prise en otage
d'Hydro-Québec, du Québec, de l'économie québécoise. Mais c'est pas ce que je dis par ailleurs, hein? C'est pas ce que je dis, là. Je vous pose la question, là. Je suis le fil des informations qui circulent à partir de cette nouvelle qui a été extrêmement exprimée de tout bord, tout côté depuis hier. Et puis, on va rapidement se faire accuser de cela, M. Lagacé. C'est pas nouveau. OK. Qu'est-ce que vous dites aux Autochtones qui paient leurs factures d'Hydro-Québec? C'est un peu injuste pour eux. Bien, écoutez, c'est un choix individuel. Il y a des personnes qui, de toute évidence, s'assoient sur des principes qui sont leurs. C'est un choix individuel. Maintenant, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il faut que ces personnes-là puissent également mettre un peu du fardeau sur les épaules de leurs élus pour que s'engage un véritable dialogue politique avec les personnes qui sont en place pour en parler. En même temps, bon, pourquoi la question que moi je pose, pourquoi c'est sorti maintenant alors que le ministre aux Relations avec les Premières Nations Inuit, contrairement à ce qu'il a avancé hier, savait déjà depuis un certain temps que cette réalité-là, cette situation existait. Et lorsqu'on fait à chaque fois des petits progrès dans le concept de réconciliation économique, par exemple, il y a toujours quelqu'un qui va réussir à mettre les bâtons dans les roues. Mais, M. Picard, écoutez, je vous écoute depuis le début de l'entrevue. Vous semblez penser que c'était pas légitime que cette nouvelle-là sorte sur la place publique. C'est pas ce que je dis, M. Lagacé. Ce que je dis, c'est que pourquoi à ce moment-ci? C'est tout simplement la question que je pose. Moi, écoutez, j'ai parlé à Thomas Gerbel, journaliste qui l'a sorti. Il est allé en reportage terrain dans des communautés, s'est fait raconter ces histoires-là. Des fois, c'est juste ça l'histoire, c'est que le journaliste est tombé dessus, là. Écoutez, non, j'apprends rien ce matin, là. À chaque fois, puis écoutez, ça fait quelques années que je suis l'actualité quand même, et il y a toujours une raison en arrière d'une situation qui est dévoilée au grand jour comme ça. OK. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui payent leur facture d'électricité, autochtones ou pas autochtones, qui sont fâchés par cette nouvelle-là, qui voient qu'Hydro-Québec tolère de ne pas être payé à hauteur de 50 75 000 $ par certains autochtones sans les débrancher? Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui se disent « Mais pourquoi moi je paye mon bill d'électricité? » Bien, parlez à votre premier ministre. Votre ministre, écoutez, parlez à votre premier ministre, puis dites-lui de se retrousser les manches et d'engager des discussions avec les autorités en place du côté des Premières Nations. M. Legault disait il y a moins d'une semaine qu'il n'est pas question que les Premières Nations aient un siège à Hydro-Québec. Il n'est pas question que les Premières Nations possèdent des actions à la société d'État. Le premier ministre qui n'a même pas laissé le temps à la commission parlementaire de se pencher sur ces questions-là, rapidement sauter aux conclusions. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il y a sans doute une voie de solution sur le plan politique et il faut que les bonnes personnes soient à la table. Dernière question, M. Picard, puis vous me la pardonnerez. Vous, est-ce que vous payez votre facture d'hydro? Oui. Pourquoi? Je la paye. Je suis en pleine bille. Moi, j'ai toujours payé ma facture d'hydro comme je paye ma facture de téléphone, comme je fais mes paiements de taux une fois par mois. C'est un choix individuel qui m'appartient. Merci d'avoir été avec nous, M. Picard. Bonne journée. Merci, au revoir. Justin Picard, chef régional de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et Labrador. Voici Patrick Lagacé. Une de mes personnes préférées dans le monde est en studio, la grande dame de la gastronomie italienne à Montréal, Elena Faita. Bonjour, Elena. Bonjour, Patrick. Elena, tu viens nous présenter un livre, ton livre, qui n'est pas qu'un livre de recettes, La Cucina di Elena. On va y arriver, mais je m'attarde au nom, à ton nom. Elena Venditelli Faita. On t'a connu sous le nom Faita, et là, tu as tenu à écrire ton autre nom de jeune fille. Pourquoi? Pourquoi? Je voulais
le monde savent que j'avais un nom avant Faïta. Ton nom de jeune fille. Exact. Puis je suis fière, le nom Venditelli de ma famille. Puis l'histoire en dedans le livre, ça présente beaucoup ma famille. D'abord, c'est bien que mon nom est là, Venditelli. C'est ça pourquoi. Et dans ce livre-là, bon, il y a des recettes, les gens vont se retrouver, vont retrouver ta touche, mais il y a l'histoire de ta famille aussi. Oui. C'est un livre là, qui retrace là, l'arrivée des Venditelli, Oui. Faïta aussi, C'est ça. au Canada. Tu es une immigrante, et particulièrement l'histoire des femmes de ta famille. Oui. Pourquoi c'est important d'en parler? J'ai trouvé que ces femmes-là, ils n'ont jamais eu crédit pour ce qu'ils faisaient. C'est les compliments qu'ils faisaient. Puis c'était des femmes qui ont fait beaucoup. Ils ont enlevé des familles. Ils faisaient à manger. Pourquoi c'est un livre de cuisine aussi? Ils faisaient à manger 100 livres. Cette génération-là, puis c'était fantastique. La bouffe était fantastique. Pourquoi moi, j'ai des recettes de ma mère. Elle la faisait tout à l'œil. De base, c'était très important pour moi, pour cette valeur, ma cousine, ma grand-mère, tout le monde soit dans le livre. Pour moi, c'était très... Tu m'as déjà dit, Elena, là, que ces femmes-là n'avaient pas reçu des remerciements. Non. C'était une forme de remerciement, ce livre-là. Oui, pour eux. Pour l'honneur, oui. Qu'est-ce qui fait qu'on les remerciait pas? Ben, c'était la génération, Patrick. L'homme était supérieur à la femme. La femme n'avait pas... Puis moi, j'ai toujours cru à la femme indépendante. D'un certain point, ma mère aussi était indépendante. Moi, je suis très indépendant. Puis j'ai ma fille qui est extra indépendante. Puis moi, je trouve que c'était... la génération des hommes de cette époque-là, ils les aimaient pareil, mais ils donnaient pas des compliments, ils donnaient pas des caresses, ils donnaient pas... Puis ces femmes-là, ils ont travaillé comme des folles, là. Travaillaient vraiment. Oui. Ils prenaient en charge. Puis pour moi, c'était très important de donner le crédit à ces femmes-là. Quand on sait parler, puis t'en parles dans le livre aussi, La Cucina di Elena, l'histoire de ta famille, l'histoire de ta famille immigrante, ta propre histoire d'immigrante, ça a marqué le reste de ta vie. Oui, beaucoup. Comment? Beaucoup. Le voyage. Raconte le voyage en bateau. Oh, c'était terrible. T'avais quel âge? J'avais 7 ans. T'es parti d'Italie? Oui. T'as laissé la famille derrière. T'as jamais revu tes grands-parents? J'ai jamais vu mes grands-parents. Puis ça me donne toujours tristesse. C'est ça. Demande pas tes questions comme ça. Mais, je voulais pas te faire pleurer. Écrivant le livre, j'ai pleuré beaucoup. Beaucoup. Pourquoi? J'avais bien des choses à dire. C'est pas assez, ce livre seulement. J'ai tenu d'autres choses en arrière de ça. Beaucoup, beaucoup. C'est même pour mes parents être divisés. Mon père est venu 2 ans avant, puis nous, on est venu après. Les familles, toutes les familles italiennes ici, immigrants, c'était comme ça. C'était une comment je peux dire, une des tâches de les gens que t'aimes, que t'as laissé. Moi, j'ai jamais vu mes grands-parents encore. D'abord, c'est un grand douleur en dedans que ça reste avec toi. Puis, je pense, plus vieilli, plus ça reste. Parlons de nourriture. Parce que je sens que tu vas pleurer. Je voulais pas te faire pleurer. La bonne cuisine italienne, c'est quoi? Simple. Simple, Patrick. Le monde font des choses compliquées. Mais la cuisine italienne, comme je dis toujours, moi, mon plat préféré, c'est une bonne pâte maison avec une sauce tomate simple. Il faut pas qu'on fait des... il faut utiliser les ingrédients frais toujours, puis pas remplir les frigos avec toutes sortes de choses des fois. Juste des choses importantes, plus simples possible. La cuisine italienne est très bonne quand elle est simple. Quand elle vient compliquée, là, on laisse les chefs, les vrais chefs, faire la cuisine. Donne-moi un exemple de compliqué. Où est-ce qu'on se casse la tête pour rien? Ah ben quand on reçoit, il y a du monde, quand il reçoit, c'est comme, OK, je reçois.
mais reçoit. Je veux dire, il faut pas faire ça compliqué. C'est juste utiliser des ingrédients puis faire de la bouffe très simple. Puis le monde va aimer. Moi, j'ai toujours reçu beaucoup. Puis quand je fais des pâtes ou quand je fais une viande qui est facile, j'ai toujours des compliments. Toujours. Puis il faut le faire aussi à ta manière. Ton goût. Pourquoi? C'est toi qui reçois. D'abord, il faut que ça soit ton goût. Si c'est ton goût, le monde va aimer beaucoup. Je disais tantôt que tu es la grande dame de la gastronomie italienne. Tu as été... Ben, laisse-moi le dire, OK? Non. Tu as été, Elena, la mère spirituelle de chef. Bon, ton fils, d'abord, Stefano. Je pense aussi... au Martin Picard du Pied de Cochon, il y a des gens dans la restauration à Montréal qui te vouent un culte. T'as la quincaillerie d'Ancre où tu vends plein d'objets pour la cuisine, mais t'as aussi l'école de cuisine. Oui. Il y a des milliers de Québécois qui ont pris des cours avec toi au fil des décennies. As-tu déjà compté, il y en a combien qui ont pris des cours avec toi? Bien, sur les 35 000. Donc, tu as fait 35 000 formations sur 30 ans. À 35 000 personnes différentes. Oui. Qui ont tous amélioré leur technique grâce à toi. C'est le Québec. Les Québécois font la pâte, c'est grâce à moi. Ils font la sauce tomate, c'est grâce à moi. C'est des choses principales de la cuisine italienne que je voulais montrer. Puis je l'ai reçu. Puis aujourd'hui, on voit les jeunes aussi embarquer dans ça. Pourquoi là, le moment, je donne un cours par semaine. Puis moi, ça me déchire toujours le cœur. Pourquoi je peux pas en donner plus? Puis les jeunes de 8 ans, 13 ans, 12 ans, qui viennent, ils sont contents de me voir. Puis ils font les pâtes, là, les jeunes comme ça. Puis moi, je suis très, très content. Tu donnes ce cours-là une fois par fin de semaine? Oui. Gratuitement. Oui. Premier arrivé, premier servi. Oui. Tu pourrais facturer et puis les gens paieraient. Pourquoi tu le fais gratuitement? Je veux redonner ce que moi j'ai reçu des Québécois. Je veux redonner. C'est tout. Moi, j'ai pas un grand vie. J'aime la vie très simple. Puis je pense juste charger pourquoi. Je veux seulement redonner. C'est un cadeau que je donne à les Québécois, à ma clientèle. Merci de ta visite en studio. Merci. Je sais que tu es très Merci ému. Je voulais toi. pas te faire pleurer, je te le dis. Oui, bien là, tu m'as fait pleurer c'est encore. raté. Ouais, Ton c'est livre, ça. Elena Ventitelli Faita, s'intitule La Cucina di Elena. Et je te l'ai déjà dit, je te le redis, tu es un exemple de passion, tu es un exemple de bonheur aussi. Tu pourrais arrêter de travailler. Je veux vieillir comme toi, Elena. Ben merci. Merci beaucoup. Patrick. Je t'aime beaucoup. C'est réciproque. Le livre va être lancé très bientôt. Faites vite parce que Elena m'a dit que ça se vend comme des petits pains italiens très chauds. Merci beaucoup, Elena Faita. C'est avec beaucoup de bonheur que j'accueille un homme heureux en studio. Mario Cyr est un plongeur de renommée internationale, caméraman sous-marin, spécialiste des océans polaires. Ses films sont extrêmement populaires. Mario, bonjour. Salut, Patrick. On est au cœur de... Excuse-moi, je t'ai pris en pleine gorgée. En pleine gorgée d'eau. On est en plein milieu de la tournée des grands explorateurs qui présentent le film L'Odyssée sous les glaces. Ça a commencé le 14 septembre. Ça se poursuit jusqu'au 20 octobre dans une trentaine de villes au Québec. C'est quoi ce film-là? En fait, quand Odyssée sous les glaces a été... on a filmé 3 endroits, c'est-à-dire dans l'Arctique canadien, Arctic Bay, Repulse Bay, et aussi du côté du Groenland. Et on va les documenter vraiment l'importance de la glace. Donc, on sait que la glace, là, fond à une vitesse quand même assez incroyable depuis les 30 dernières années. Et aussi de démontrer comment l'importance de cette glace-là, parce que ce que les gens savent pas, de la difficulté à imaginer, c'est que de la glace, c'est éphémère. Hein? Pour nous, ça arrive, ça part, mais sous cette glace-là, dans l'Arctique, vit un peu plus de 1800 espèces de phytoplancton et une centaine d'espèces de zooplancton. Donc, c'est la chaîne alimentaire. Et même, plusieurs scientifiques nous disent que c'est probablement l'endroit dans le monde où il y a le plus de biodiversité. Et donc, c'est tout ça qu'on documente dans Odyssée sous les glaces. Et ce que tu essaies de documenter aussi, c'est le réchauffement climatique. C'est directement lié, hein, parce que j'ai le bonheur, la chance d'aller dans l'Arctique depuis 1991. Et à partir de 95-96, on a commencé à ressentir les changements climatiques. Ça devenait plus chaud, donc moins de glace, automatiquement.
tes films sont très courus, tes services sont réclamés partout pour des films qui touchent l'océan. As-tu l'impression de changer les choses? Ben, c'est vraiment une question que je me suis posée il y a à peu près 6-7 ans parce que, bien certain, mon empreinte carbone, elle est énorme. Hein? Moi, je prends l'avion 12-15 fois par année. Je fais peut-être 25-30 000 km d'auto. Donc, je me suis je posais la question, est-ce que je demeure à la maison? Est-ce que j'arrête tout ça? Ou bien je continue à aller chercher des images pour prouver aussi, pour démontrer ces changements climatiques-là à des gens qui n'ont pas la chance d'aller voir ça. Et j'ai décidé de continuer, bien sûr. Je pense qu'on sensibilise. Je vois après les gens qui viennent me poser des questions après la diffusion, comme le film Odyssée, et les gens me disent, on pensait pas que c'était rendu si grave. On pensait pas que c'était réellement comme ça. Parce que quand on se fait bombarder par la radio ou par la télévision, puis qu'on voit pas vraiment, ben des fois c'est difficile, tandis que moi je suis un témoin, tout simplement. Hein. Je suis pas un scientifique. Mais c'est étonnant, Mario Cyr, qu'on te dise ça, parce que, je veux dire, c'est partout dans les nouvelles. Là. Je sais, mais il reste encore des gens qui ont de la difficulté à comprendre vraiment comment le système est après de s'emballer, parce que c'est ça qui se passe présentement. Le système est après de s'emballer, donc on est après de ralentir le Gulf Stream. Ça va changer vraiment la donne au niveau de l'Europe, au niveau de la côte est américaine aussi. Donc, toutes ces choses-là, il est après de se produire présentement, et les discussions sont pas beaucoup à ça, même si on arrive avec des nouvelles de temps en temps. Les nouvelles sont plus économiques, hein? C'est plus ça qui nous touche. Donc, c'est des fois pour les gens de s'asseoir pendant 1 heure, 1 heure et demie, puis de regarder vraiment comment ça se passe, puis les impacts, c'est ça qu'on démontre aussi, donc dans le film. Donc, je pense qu'après, ils tombent sur le cul, en fait, compte, ils s'en aperçoivent que ça va peut-être plus vite aussi que qu'est-ce qu'ils pensent réellement, là. Parlons de plonger un peu, parce que oui, tu filmes, tu documentes, etc., mais tu plonges. Une de tes passions, c'est la plongée. Oui. 48 ans de plongée. Le plus bel endroit où tu as plongé, c'est où? Ah, ça, c'est très difficile. Pour moi, ça reste que l'Arctique, c'est le meilleur endroit pour moi. Pourquoi? À cause des animaux qui se trouvent là-bas. On est avec les morses, on est avec les ours polaires, on est avec les belugas, les narvals, les baleines boréales. Donc, c'est des gros mammifères. C'est ce que je préfère. Mettons, petits poissons tropicaux. Mais la chose qui est assez peut-être étonnante, c'est que beaucoup de gens font un métier puis à faire autre chose durant les vacances. Ben, moi, durant les vacances, je m'en vais plonger avec les poissons tropicaux. Donc, ça change un peu. Tu continues à plonger, mais tu vas là où c'est un peu plus chaud. Un peu plus chaud, oui. Puis les mers plus tempérées, tes préférés, c'est où? Ouais, je dirais que pour moi, ce que j'ai vu de plus beau, c'est vraiment la Géorgie du Sud. Encore, là, on parle d'endroit froid encore, qui est une île subantarctique extraordinaire au niveau de la faune et la flore, bien sûr. Si on parle d'endroits chauds, les îles en haut des îles Fidji, Tuvalu, c'est des petites îles moins connues, donc pas développées beaucoup encore au niveau touristique. Ça va sûrement l'être dans quelques années, mais quand on parle de biodiversité aussi, dans l'eau, qu'on voit les couleurs, je pense que ça reste pour moi les meilleurs endroits à aller. Là. Mario Cyr, quand tu te promènes comme ça, puis là, on peut voir tes aventures là, dans le film L'Odyssée sous les glaces, et si les gens veulent savoir où voir le film qui est en itinérance présentement là, dans des villes au Québec, là, on va sur lesgrandsexplorateurs.com, mais t'es une sorte de témoin. Tu vois la dégradation du climat, de la biodiversité. As-tu l'impression que c'est réversible ou on est dans la fin d'un monde? Il est tard. Est-ce qu'il est trop tard? Non, peut-être pas, mais il est tard quand même. Et, le gros problème, c'est sûr que si on fait rien, ça va être encore 100 fois pire. Mais c'est certain, quand on pense que le haut de la baie d'Hudson, donc le sud de l'Arctique, il y a 80% de moins de glace qu'il y en avait dans les années 90. Ben, écoute, avant de ramener cette glace-là, hein, ça veut dire que ça prend des méchants coups de barre. Le gros problème, ce qui est décourageant un petit peu, c'est de voir nos politiciens qui sortent un petit peu l'environnement quand les élections arrivent, puis après ça, qu'on l'oublie. Puis, tu sais, on est voué à l'échec avec le système qu'on a présentement, mais les gens persistent à rester dans ce système-là. Donc, pour moi, ça c'est décourageant un peu. Là. Mais si c'était payant électoralement,
les politiciens n'auraient pas le choix que d'avoir des politiques environnementales. Ben oui, ça c'est certain. Puis ça va être c'est un peu notre faute. Là. Ben, c'est notre faute, certain. Le gouvernement est à l'image du peuple. Hein. Ça, on peut chialer, on peut faire n'importe quoi, mais c'est nous qui les mettons en place. Et ça va prendre, d'après moi, une autre génération. Je pense que les jeunes qui vont arriver vont faire premièrement décarper les vieux dinosaures qui sont en place pour essayer de mettre du sang neuf, puis d'avoir une autre pensée, parce qu'aujourd'hui, si on ne met pas l'écologie en priorité, ça veut dire en haut de l'économie, en haut de l'éducation, en haut de la santé, tout, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, là. Mario, toujours fascinant de parler avec toi. Je sais que tu es à la rencontre des Québécois avec cette projection itinérante dans le cadre des Grands Explorateurs. On peut aller sur lesgrandsexplorateurs.com, voir les dates pour aller voir le film L'Odyssée sous les glaces. C'est jusqu'au 20 octobre. Merci d'avoir été avec nous. Ben, merci de votre invitation. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. C'était Mario Cyr, plongeur et photographe, cinéaste sous-marin.